Bonjour, bonjour et bienvenue dans la boîte à idées de la zone Apprendre. Julie R. Bordelot au micro pour vous présenter la capsule d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas mon expérience en éducation à domicile, j'ai enseigné à mon plus vieux en 2016, de septembre à mi-novembre. Alors qu'on était en transition familiale, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer l'enseignement à la maison parce que mon conjoint travaillait à 6 heures de route et nous étions à la maison à attendre de le rejoindre en attendant que la maison se vende. Donc, je me suis dit, au lieu de l'intégrer à l'école pour éventuellement les réintégrer ailleurs, pourquoi pas essayer l'école maison? Et c'est quelque chose que je voulais faire vraiment. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme je l'espérais. Ça a été un 2 mois super enrichissant par moments, super difficile par d'autres, surtout lors des moments plus transitionnels, quand on allait rejoindre papa, par exemple. Là, c'était plus difficile de travailler la lecture, l'écriture, etc. Mon grand voulait vraiment faire la même chose que ses frères et nous, on se mettait à la tâche pendant la sieste, bien évidemment, comme ça. Je me suis dit qu'on allait être tranquille pour travailler ensemble, mais c'est vraiment pas ce qu'il voulait faire. Il voulait faire la même chose, il trouvait ça injuste que ses frères ne fassent pas la même chose que lui. Donc, ça a été beaucoup de combats et tranquillement, petit à petit, je me suis un peu épuisée. Et aussi, en ce moment-là, j'essayais aussi d'aider les mamans en organisant des groupes d'achat de licences, par exemple pour mots-clés, qui est une plateforme en ligne pour apprendre le français. Donc, en essayant de jongler tout ce que la vie nous a apporté, je me suis épuisée et on a dû arrêter l'école à la maison parce que c'en était trop. Ma relation avec mon grand était en train de s'effriter. Puis, bref, maman était plus capable. Ce qui m'a amené à vouloir vous proposer une capsule qui est plus personnelle, pas directement reliée avec le fait de faire l'école à la maison, mais c'est vraiment une capsule que je voulais vous rendre disponible pour vous inviter à ne pas vous oublier dans tout ça. Et j'ai abordé Mélissa Lépine du blog Les Bises et des ateliers de la Renardière pour vous adresser un mot sur le sujet. Bonne écoute! Mélissa Lépine, je suis la plume principale derrière le blog Les Bises et je viens aujourd'hui à la demande de Julie vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, d'un sujet qui a trait à la fois à la vie de femme, à la vie de maman, puis à la vie d'école maison. Donc la question à laquelle je devais répondre, c'est quels sont mes trucs pour m'assurer que l'école maison ne prend pas toute la place dans ma vie. Donc peu importe les facettes de la vie qu'on peut connaître. Pour les gens qui me suivent, vous avez vu dans mon histoire que j'ai un parcours d'école maison qui date depuis 15 ans, qui a été ponctué par un burn-out. Un burn-out qui n'était pas dû essentiellement à l'école maison, mais par une multitude de facteurs dans ma vie. Un burn-out qui a nécessité que je revoie mes façons de faire, mes façons de voir la vie, mes façons de penser ma vie, qui a nécessité que je revoie ma vision de la performance également. Donc, quand j'ai reçu cette question-là, ma première idée a été de faire une recherche sur le web en tapant les mots santé mentale, école maison, mental health, homeschooling. Ce qui en ressort prioritairement, c'est la santé mentale des enfants. Donc, premièrement, des études qui nous disent qu'il y a moins de problèmes en santé mentale en école maison, ce qui peut être facilement compréhensible par les différentes applications des notions de performance, de compétitivité, de coopération, d'horaire également. Également sur le fait que l'école maison peut être une solution temporaire ou permanente à un enfant qui a une problématique en santé mentale, qui est en école et qui a besoin de guérir. Ça, c'était clair. D'un autre côté, on avait également la problématique des burn-out chez les mères qui font l'école à la maison. Je vais parler des mamans, ça inclut les papas, mais vu qu'on est plus nombreuses comme maman à faire l'école maison, je vais m'en tenir à ce terme-là qui va servir de généralité. C'est important de parler du burn-out chez les mamans. C'est important
de ne pas le taire, cet épuisement-là qui va au-delà d'une fatigue, mais qui va affecter le corps, l'esprit sur de nombreuses années une fois qu'il s'est installé. C'est vraiment important d'en parler. C'est important de cibler aussi, tu sais, dans les articles que je lisais, on nous parlait des causes, on nous parlait des symptômes. Donc, on parlait de symptômes de fatigue, d'irritabilité, de manque de patience, d'émotivité. Honnêtement, ça va vraiment au-delà de ça. Moi, j'ai eu de la difficulté à marcher. J'arrivais plus à reconnaître les sensations de faim et de soif, difficulté à dormir, troubles du rythme cardiaque, donc troubles de la concentration éventuellement. Un paquet de facteurs, autant physiques que psychologiques, qui se sont amalgamés pour me créer un beau pot pourri, en fait, qui m'a permis de guérir. On a parlé aussi dans les articles des facteurs, donc je lisais les facteurs, donc la pression qu'on met sur le dos des mamans par rapport à la performance de leurs enfants. Comme quoi, quand un éducateur, quand un enseignant a 30 élèves dans sa classe, s'il y en a un qui échoue, c'est pas nécessairement la faute de l'enseignant, mais quand en tant que maman, on a 1, 2, 4, 5 enfants, puis qu'il y en a un ou deux qui échouent, on va souvent le prendre d'un point de vue personnel, c'est normal, c'est notre enfant, on l'aime, on veut le mieux pour lui. On veut s'assurer de lui donner le meilleur. On ne fait pas l'école à la maison pour les négliger, hein, en général, et en grande majorité. Mais quand je voyais des facteurs également, comme la présence d'un nouveau-né, la multitude d'enfants, les tâches ménagères, je me suis comme questionnée, puis je me suis dit que c'est vrai que c'est exigeant un nouveau-né, c'est vrai que de combiner tâches ménagères et école-maison, c'est extrêmement exigeant. Combiner le quotidien et y ajouter l'école-maison, c'est vraiment exigeant. Mais la raison première pour laquelle une maman va s'épuiser, c'est elle-même. Je dis pas ça pour mettre le blâme sur la maman, je dis pas ça pour jeter la responsabilité sur elle, mais la raison pourquoi on va faire un burn-out, c'est souvent à cause de notre façon de faire les choses, notre façon de voir la vie, de tout ce bagage-là qu'on a accumulé depuis l'enfance, autant au niveau de nos valeurs que de nos exigences personnelles. Ce qu'il faut revoir, évidemment, si on fait un burn-out parce qu'entre guillemets, on a un nouveau-né, on ne va pas se débarrasser du nouveau-né. Il va falloir revoir notre façon de voir la vie, puis de prendre la vie, de prendre notre vie en main. On va le faire pour nous, puis on va le faire pour nos enfants. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie de vous jaser aujourd'hui. J'ai envie de vous jaser d'un sujet que j'ai pas vu tant que ça dans mes recherches, qui est l'équilibre. Quand on parle de prendre soin de soi, il n'y a pas une seule façon de faire, il y en a une multitude. Ce qu'on recherche, c'est un équilibre. Il va y avoir des journées agréables, des journées moins agréables, des journées où ça va être plus neutre. Parmi tout ça, ce qu'on va rechercher au final, c'est un équilibre. On veut ne pas y laisser notre peau. On veut donner de l'énergie, mais on veut également être en mesure d'en recevoir. Là, vous allez entendre mes petites notes par-ci par-là. Donc, dans tout mon processus de guérison là, qui dure encore depuis 4 ans, j'ai parcouru vraiment une longue route puisque je me suis rendu compte que c'est de la rigidité. On veut moins de rigidité, on veut plus de souplesse. Donc, quand on fait un câlin à nos enfants, on ne le fait pas avec les bras fermes et rigides, on les accueille avec douceur. C'est ce qu'il faut faire aussi avec nous-mêmes. Il faut accueillir avec douceur ce que l'on est, le chemin qu'on a parcouru, où on est rendu. Il faut avoir la vision d'où on veut aller. Il faut se donner le droit aussi d'errer par moment, qu'on ne va pas se rendre à notre objectif en ligne droite. Je vais vous donner mes trucs à moi, qui dans les articles que j'ai lus se trouvaient souvent en conclusion, qui ne faisaient pas partie de tous ces trucs-là. Les autres trucs sont bons aussi, là. Il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut s'aérer, il faut bouger. C'est extrêmement important dans la mesure où c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aller jogger, allez-y. Si vous avez besoin d'aller nager, allez-y. Si c'est du yoga, c'est correct. Si vous avez besoin de manger une pointe de gâteau au chocolat, allez-y. Tant que vous ne mangez pas le gâteau au complet. C'est ça l'équilibre, en fait. Oui, il faut manger des fruits, des légumes, des grains entiers, mais si vous avez le goût d'un gâteau au chocolat et que ça vous apaise le mental, moi, je n'y vois vraiment pas d'objection. Mais je vais vous donner mes trucs à moi. Premier truc, prendre la responsabilité et non le blâme. Il faut arrêter de se blâmer parce que le blâme entraîne des doutes, le blâme entraîne des peurs, le blâme entraîne de la rigidité, des réticences. Ce qu'on veut, c'est être ouvert à un éventail de possibilités qui va s'ouvrir à nous. Ce qu'on veut, c'est être capable de saisir les occasions qui vont se présenter à nous.
Donc, on prend la responsabilité de sa vie, mais on arrête de se taper sur la tête. Le deuxième truc qui est probablement un, un des, un des plus importants que j'ai implanté dans ma vie au cours des 2-3 dernières années, moins d'objectifs, plus d'intention. Un objectif implique qu'on arrive à quelque part. C'est pas nécessaire. L'idée dans la vie, c'est le chemin qu'on va parcourir. Évidemment, il faut se fixer un objectif, un point d'horizon vers où on veut aller, mais l'idée, c'est vraiment la route qu'on va emprunter. En ayant des intentions plutôt que des objectifs, si on n'arrive pas en temps voulu, si on n'arrive pas précisément au lieu voulu, ben il y a vraiment un paquet de petites victoires qu'on est en mesure de célébrer quand même. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une façon de voir les choses. Il ne faut pas juste le dire, là, évidemment. Il faut vraiment l'intégrer à l'intérieur de soi. Mais en cessant de déterminer des objectifs, puis en énonçant des intentions, on enlève une pression immense sur la vie de performance qu'on peut se donner à soi-même. Ensuite, moins de charges et plus d'observation. Dans le milieu de l'école à la maison, on est en charge de l'éducation de nos enfants. Donc ça c'est incontestable. On ne peut pas nier ça. Cependant, nos enfants nous montrent tellement la voie à prendre que si on prend le temps, si on prend le recul nécessaire pour les observer, ils vont vraiment nous indiquer ce dont ils ont besoin. Ils vont nous indiquer leurs défis. Ils vont nous indiquer leurs forces aussi sur lesquelles il faut miser quand les défis se présentent. Donc, en tentant de dissoudre cette charge-là pour la transformer en rôle d'observateur et d'accompagnateur, on vient enlever une pression supplémentaire, puis croyez-moi, vous allez vraiment mieux dormir. Plus de responsabilités partagées, c'est mon point 4. Quand je vous disais qu'il faut prendre la responsabilité et non le blâme, bien, il y a souvent dans notre optique de mère qu'on est responsable d'énormément de choses pour nos enfants. Nos enfants sont capables de faire beaucoup dans une journée, autant académiquement qu'humainement, personnellement, familialement, au niveau des tâches, s'occuper des animaux, s'occuper de faire leur horaire, de participer selon leur âge à la création d'un quotidien, d'une routine et des rituels en famille. Donc ça, d'apprendre à partager, d'apprendre à déléguer, d'apprendre que tout ne sera pas fait à notre façon, puis ensuite de l'accepter. Ça peut vraiment aider au niveau du quotidien. Respecter les besoins de tous. Donc, on veille aux besoins de nos enfants, mais il faut veiller à nos besoins aussi. Donc, veiller à nos besoins, ça ne veut pas dire qu'on est selfish, ça ne veut pas dire qu'on néglige nos enfants, ça veut dire qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qui va permettre cet équilibre-là? Il va faire en sorte qu'on va avoir une énergie qui va être donnée, mais une énergie qui va être restaurée et renouvelée. Cette énergie-là, c'est l'énergie qui nous permet à long terme de bien prendre soin de nos enfants. On ne veut pas élever nos enfants dans le court terme, on veut les élever dans le long terme. Ça, c'est évident. Donc, en respectant les besoins de tous, y compris les nôtres, on s'assure d'être complètement disponible pour eux, d'avoir l'énergie disponible pour les accompagner. C'est vraiment un beau cadeau à se faire. Puis c'est un beau cadeau à leur faire parce qu'il faut s'imaginer que nos enfants apprennent en nous regardant. Si nos enfants, plus tard, se négligent, en tant que parents, on va avoir le cœur gros. Mais si nos enfants se négligent parce qu'ils nous ont vus nous négliger, on va peut-être avoir un petit pincement au cœur qui va s'ajouter en plus. Il faut vraiment penser dans cette optique-là. Je veux que mes enfants apprennent à prendre soin d'eux. Je veux que mes enfants apprennent à reconnaître ce qu'ils vivent, les sentiments qui les habitent. Je veux que mes enfants voient leurs limites, pas comme un arrêt, mais comme un signe d'alarme. Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois changer de chemin? Il faut que mes enfants apprennent à s'écouter. Pour moi, c'est prioritaire. Ensuite, reconnaître nos défis. Tantôt, je vous parlais d'être observateur pour arriver à reconnaître les défis, les forces de nos enfants, leurs intérêts, peu importe. Mais il faut être observateur de soi-même. Puis pour ça, il faut prendre soin de soi. Il faut avoir un temps avec soi. Il faut réapprendre à entendre cette petite voix-là qu'on essaie de taire pour miser sur tellement d'autres préoccupations qui se présentent à nous. Il faut apprendre à reconnaître nos défis. Il faut apprendre à les verbaliser, à les partager. Il
Il faut se créer un réseau qui va être en mesure de nous soutenir, puis un réseau qui va être en mesure de nous accepter, tout simplement. D'apprendre à se reconnaître puis d'apprendre à respecter ses besoins, ça ne veut pas dire de s'évader 2 semaines dans le sud ou d'aller dans un spa, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être se lever 10 minutes plus tôt le matin pour avoir un moment de silence avant que les enfants se réveillent. Ça peut être aller prendre une marche. On peut écouter un podcast, on peut prendre une douche, on peut rajouter un peu d'huile essentielle dans le diffuseur. On peut instaurer des rituels au niveau des repas, fermer les lumières, mettre des bougies, donner des tâches aux enfants, travailler dans l'harmonie. On peut décider de mettre de la musique le matin pendant 5 minutes pour énergiser tout le monde si le temps est plus maussade. Peu importe, c'est aussi simple que ça. L'idée, là, c'est de prendre soin de soi au quotidien et dans le quotidien. C'est beau les sorties, c'est beau les vacances, mais si on s'épuise en attendant les vacances, on ne profitera pas de ces vacances-là de toute façon. L'idée, c'est que le quotidien est exigeant, mais le quotidien regorge d'une multitude de ressources pour se réénergiser à l'intérieur même de notre vie de famille, de notre vie de maman, de notre vie de couple. L'idée, c'est qu'il faut saisir les occasions, puis pour saisir les occasions, il faut être en mesure de les voir. Pour être en mesure de les voir, il faut une maman équilibrée, une maman qui est à l'écoute d'elle-même, une maman qui se connaît bien, puis une maman qui est confortable avec elle-même. Donc, ça paraît simple, mais c'est vraiment un cheminement. Sans la femme que vous êtes, il n'y a pas de maman. Ça, c'est l'évidence. Sans maman, il n'y a pas d'école maison. Ou papa, si c'est papa qui le fait. Le projet d'école maison, on ne veut pas qu'il se termine parce que le parent qui veille à l'éducation des enfants s'est épuisé. On ne veut pas que ça se termine parce que la vie nous oblige à changer de chemin. Si un projet d'école maison se termine, si les enfants retournent à l'école, on veut que ce soit par choix, pas par obligation. Ça, je pense que c'est une réalité pour la majorité des familles. Donc, de prendre soin d'une femme, de prendre soin de soi en tant que femme, de prendre soin de la maman, de veiller à son équilibre, bien, ça permet un projet d'école maison viable et enrichissant. Parce que c'est ça un projet d'école maison. Du moment que le projet d'école maison bat de l'aile, du moment qu'il n'y a plus d'activités enrichissantes, du moment que ça devient un fardeau, du moment que ça détruit une relation parent-enfant, c'est plus un projet d'école maison. Ça devient vraiment de la torture. C'est là qu'on ne veut pas arriver. Donc, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui, de prendre soin de vous avant d'arriver au burn-out. Le burn-out est une réalité, mais si on travaille à l'équilibre des parents éducateurs, on va avoir beaucoup moins de cas de burn-out. On va avoir beaucoup moins de cas d'enfants qui se sentent coupables du burn-out de leurs parents aussi. C'est une réalité. Un enfant qui va voir son parent tomber, ben, ce ne sera pas un enfant qui va être heureux, c'est l'évidence. Donc, je ne sais pas vous, comment vous prenez soin de vous, mais moi, mes trucs, je vous les ai donnés en général, mais comme je vous ai dit, ça passe par me lever plus tôt, par prendre ma douche seule. J'ai 4 enfants. Je prends ma douche souvent avec mes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, puis je vais vous dire que ça fait vraiment du bien prendre une douche seule. Des fois, un petit luxe de mettre une bombe de douche, ça prend 5 minutes, puis ça réveille le matin, ça fait vraiment du bien. De prendre 5 minutes pour parler avec mon conjoint le soir quand les enfants sont couchés, même si on est fatigué. Ça va être plus que 5 minutes en général. C'est tous ces petits moments-là qu'il faut saisir juste pour être heureux à travers tout ça. Parce que c'est vraiment ça l'objectif. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère vraiment que vous allez avoir une belle année d'école maison. J'espère que ce petit message-là va vous servir quand il va y avoir des périodes creuses par manque de lumière, par manque de motivation, par fatigue qui se produisent ici et là en cours d'année. Donc, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite des beaux moments partagés. Puis, je vous souhaite vraiment de vous découvrir à travers toute cette aventure-là. Merci, Mélissa, pour tes sages propos et de nous avoir partagé un peu de ton histoire. Tu as vraiment raison. C'est super important de prendre soin de soi en premier pour ensuite être vraiment à son meilleur, pour prendre soin des autres,
de nos enfants, de notre famille, de nos amis, de nos collègues de l'école maison, de notre entourage. Donc, c'est vraiment une invitation qu'on vous lance de prendre un petit moment tous les jours, ça peut être seulement 5 minutes, et de faire quelque chose qui vous fait plaisir, de vous offrir un petit moment de bonheur à vous, de vous.